Bonjour. Avant de rentrer dans la problématique des métiers verts et verdissants, juste vous faire un petit topo de ce qu'est Envirocompétences. Donc Envirocompétences, c'est le comité sectoriel pour la main-d'œuvre de l'environnement. Notre mission, donc, c'est de soutenir les employeurs et la main-d'œuvre pour la mise en place de projets de développement de ressources humaines et de compétences, ainsi que la promotion des métiers liés à l'environnement. On est un organisme qui dépend en fait d'Emploi Québec. Il y a actuellement 29 comités sectoriels qui ont donc pour mandat d'offrir la formation et de développer les compétences de la main-d'œuvre. C'est principalement de la formation ponctuelle. Je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure. Donc, notre secteur à nous, répondre aux besoins de l'industrie de la main-d'œuvre de l'environnement. Les projets qu'on a actuellement en place, c'est des projets ponctuels. Nous, en fait, on fait juste répondre aux besoins des entreprises. On n'a pas de catalogue de formation à offrir. On n'est pas un organisme non plus qui est là pour faire de la vente, ni tirer des profits de la vente de nos formations. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer les entreprises ou les entreprises nous appellent pour nous exposer les besoins de formation. À partir de là, nous, on va essayer de rencontrer d'autres secteurs ou d'autres types d'entreprises parce qu'on n'a pas le droit, dans notre mandat, de favoriser une entreprise plus qu'une autre. On est là pour développer soit les compétences d'un secteur d'activité ou d'un type d'employé. Et à la suite de ça, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a un bassin potentiel de personnes à former, on va aller chercher le financement auprès d'Emploi Québec pour monter la formation. Nos formations sont bien sûr gratuites et dans certains cas, même, on paye les participants pour y assister. Donc les exemples de formations qu'on a, on a deux types de formations qu'on offre chez Envirocompétences, mais aussi dans les autres comités sectoriels. C'est de la formation ponctuelle, donc comme actuellement on a de la formation en gestion efficace des bâtiments, on a de la formation pour les installateurs de boucles d'échangeurs géothermiques, en biométhanisation, co-développement. Donc vous voyez, on est un organisme qui travaille pour la main-d'œuvre de l'environnement, mais on n'a pas forcément non plus de la formation en environnement. Ça peut être de la formation ressources humaines comme de la formation très pointilleuse. Nous on fait juste répondre aux besoins. L'autre type de formation qu'on offre, c'est le programme d'apprentissage en milieu de travail, donc les PAMT. C'est un programme, donc il y en a 4 qu'on a chez Envirocompétences: assainissement des systèmes de ventilation, équilibrage, aussi de systèmes de ventilation, de climatisation, l'opérateur en nettoyage industriel et le technicien en restauration après sinistre. Donc le PAMT, c'est le programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est une formation qui est faite par compagnonnage en fait. Ça a été créé pour qualifier la main-d'œuvre qui est bien souvent très peu qualifiée ou qui n'a pas de diplôme, et dont aussi il n'existe pas de formation en milieu scolaire. Donc c'était souvent une main-d'œuvre qui travaillait sans qualification. Avec la mise en place du programme d'apprentissage en milieu de travail, l'apprenti va recevoir une formation qui peut aller de 2 à 6 mois, mais sur le terrain, avec un maître compagnon, une personne d'expérience dans l'entreprise qui va reconnaître ensuite ses qualifications. Donc de la manière qu'ont été mis en place les comités sectoriels, pour résumer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les quotients qui existaient, puis on a séparé ça en 29, à l'époque en 30. Donc ce qui a donné pour Envirocompétences une définition un petit peu particulière des métiers de l'environnement. Donc voilà, ça fait 16 ans que les comités sectoriels existent, mais à la base, nos secteurs à nous sont le secteur de l'eau, tout le secteur des matières résiduelles et l'assainissement. On a le laboratoire et services conseil en environnement et recherche scientifique, et on a aussi la réhabilitation des sols. Le secteur de l'air, pour tout ce qui est comme les PAMT qu'on a vu tout à l'heure. En gros, la définition qu'on a, puis c'est encore une des définitions que je remarque souvent quand on parle des métiers de l'environnement, c'est un métier de l'environnement, c'est quoi? C'est soit être écolo chez Greenpeace, soit ramasser des poubelles, soit être un chimiste ou une bolle qui fait des calculs et compte des papillons. Sauf que quand on parle de métiers de l'environnement, il y a à peu près 85 métiers de l'environnement. Donc il y a quand même une grande marge. Donc le secteur vertical traditionnel, selon la définition d'Emploi Québec, c'était les secteurs que je vous disais tout à l'heure, donc tout ce qui est restauration après sinistre. Donc ça, c'est les entreprises qui viennent après tous les dégâts, les catastrophes. Une maison qui a pris feu, une fois que les pompiers sont passés, faut nettoyer tout ça. Le nettoyage industriel, un exemple, les gens qui vont nettoyer les cuves dans les raffineries de pétrole, donc qui travaillent avec des jets à haute pression. Tout le secteur de l'eau, comme je vous ai dit, l'air, le sol, les matières résiduelles et laboratoire, service, conseil en environnement. Le problème, c'est que l'environnement, ça reste une contrainte pour les entreprises, et on s'entend que c'est pas le petit côté vert des entreprises qui a fait qu'on est devenu de plus en plus écolo, puis qu'on parle de plus en plus d'environnement actuellement. J'essaie de faire un petit graphique pour expliquer comment sont venus les métiers verts. Souvent, c'est venu d'une problématique environnementale qui a amené à un dépôt de loi ou de règlement environnemental. Pour les entreprises, on ne parle pas de loi, mais de contraintes, bien sûr. Et ce qui a amené soit des nouvelles technologies ou des nouvelles pratiques. Ces nouvelles technologies ou pratiques vont faire quoi? Ajouter des compétences
à la main-d'œuvre, des compétences vertes, je dirais, à la main-d'œuvre déjà en place pour le secteur de l'environnement, la création de nouveaux métiers ou, ce qu'on va voir à la fin, des emplois traditionnels qui vont se verdir. Donc des exemples de réglementation qui ont un impact maintenant sur la main-d'œuvre, l'environnement. Donc au niveau du Québec, la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la qualité de l'eau, le plan d'action sur les changements climatiques, le plan de gestion des matières résiduelles, la loi fédérale sur le développement durable, la loi sur la qualité de l'air. Par exemple, il y a aussi bien sûr les réglementations internationales, donc que ce soit le protocole de Montréal pour les halocarbures, le protocole de Kyoto pour les émissions de gaz à effet de serre ou le protocole de Nagoya pour tout ce qui concerne la biodiversité. Ce qui nous a amené en fait à avoir des métiers du secteur vertical qui sont en train de se développer justement, qui sont des emplois vraiment de l'environnement, mais c'est des nouveaux métiers qui sont développés à cause justement de ces contraintes environnementales, que ce soit l'écotoxicologue, l'éco-conseiller, l'acousticien, les agents de promotion en énergie renouvelable, et j'en passe. Mais on se retrouve maintenant chez Environ Compétences avec un nouveau secteur, je vous dirais vertical, une nouvelle définition des métiers de l'environnement. Il faut savoir que, voilà encore 3 ans, on ne réussissait pas à faire passer les projets en efficacité énergétique parce que selon la définition d'Emploi Québec, l'efficacité énergétique n'était pas de l'environnement. Alors que toutes les organisations internationales s'entendent pour dire que l'efficacité énergétique, ça va être un des secteurs qui risque de créer le plus d'emplois d'ici les 10 prochaines années. Donc on fait face à une problématique en fait de définition sur les emplois verts. Emploi Québec avait sa définition, Environ Compétences avait sa définition. D'autres exemples de métiers, comme je vous disais, il n'y a pas juste les 3 exemples que je vous ai cités tout à l'heure. CNP. Donc les emplois verts, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on en parle de plus en plus, c'est le verdissement de l'économie. C'est en fait mettre tout au vert. Ça a été de plus en plus discuté lors de la dernière campagne électorale. Partout dans le monde aussi, ça en parle. Il y a des pays qui ont déjà beaucoup d'avance sur la mise en place de l'économie verte. Si on parle de la Corée du Sud, c'est un des pays pionniers justement en termes de l'économie verte. Donc son développement est dû bien sûr à des réglementations. Ça va avoir des impacts au niveau d'intervention pour la main-d'œuvre. Ça crée de nombreux emplois et ça verdit aussi les emplois. Donc si on commence par la définition des emplois verts, selon le BLS, c'est des emplois qui offrent des services et des produits apportant un bénéfice à l'environnement ou permettant de conserver les ressources. Donc c'est vraiment le secteur vertical, je vous dirais traditionnel, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est ça les métiers, les emplois verts. Cependant, quand on parle de définition, au Québec, on est encore loin de ce qui se passe dans d'autres pays ou dans d'autres régions dans le monde pour faire avancer les métiers de l'environnement. Il y a eu 3 études qui sont parues l'an dernier pour définir les emplois verts au niveau du Québec. Et comme vous pouvez voir, il y a une légère disparité en termes de nombre d'employés de l'environnement. Si on prend le ministère des Finances qui a fait son enquête québécoise sur les industries de l'environnement, il y a seulement 28 000 employés en environnement. Environ Compétences, en même temps, a fait une étude sur diagnostic sectoriel. On a 60 600 emplois en environnement. Et Éco-Canada, qui est en fait notre pendant fédéral, a fait une étude pour le Québec pour savoir combien il y avait d'employés en environnement. Et là, on se retrouve avec 155 504 emplois en environnement. Bon, qui a tort, qui a raison. D'où la difficulté aussi pour nous d'encadrer la main-d'œuvre et puis de leur offrir de la formation. On prend quel secteur, on cible qui, comment ça se fait qu'on passe du simple au double entre Environ Compétences et Éco-Canada. C'est parce qu'on n'a pas considéré le secteur horizontal. On se retrouve avec des emplois en environnement maintenant qui ne sont plus dans le sens vertical, mais qui commencent à être aussi maintenant dans le sens horizontal, c'est-à-dire des emplois en environnement à travers tous les secteurs d'activité. Le cas des mines, avec les entreprises, les gens qui s'occupent du traitement d'eau dans les entreprises, dans les mines, c'en est un. La chimie, la pétrochimie aussi, l'aéronautique, le transport, le forestier. Tous ces secteurs-là, maintenant, engagent de la main-d'œuvre de l'environnement. Et nous, dans notre diagnostic, ça n'a pas été compté. Je pense qu'au niveau du Canada, ça a été pris en compte. Mais comme vous pouvez voir, maintenant, chaque secteur traditionnel engage de la main-d'œuvre ou a besoin de main-d'œuvre verte, suivant les différents sous-secteurs, que ce soit l'eau, l'air, le sol, matières résiduelles. Tous ces gens-là, maintenant, toute cette main-d'œuvre verte-là, il va falloir qu'on trouve un moyen de l'encadrer parce que si on respecte, nous, ce qu'Environ Compétences doit faire, c'est-à-dire se cantonner sur ces quotients, on va offrir de la formation à peut-être un tiers des personnes ciblées par une formation de développement de compétences. Donc ça reste un des grands enjeux pour nous, de pouvoir suivre cette main-d'œuvre-là. Donc justement, les exemples d'emplois du secteur horizontal qui sont maintenant devenus des emplois verts qu'on retrouve partout, donc l'éco-conseiller, l'hydrogéologue, le géographe, les chimistes aussi, beaucoup de chimistes en environnement,
Notre plus gros concurrent actuellement, c'est le secteur des mines et tout ce qui est les secteurs chimiques et pétrochimiques. Parce que en termes d'employés, ils ont les moyens financiers de recruter ce monde-là. Donc on se retrouve avec une migration de la main-d'œuvre de notre secteur vers soit les mines, vers soit le secteur chimique ou pétrochimique. On a fait un sondage auprès de 70 entreprises. C'était un petit coup de sonde en fait, c'est une petite enquête qu'on avait menée avec d'autres comités sectoriels l'hiver dernier pour savoir justement, quand on a commencé à se poser la question, à savoir où étaient situés les emplois verts. Parmi les 70 entreprises qui ont répondu, presque la moitié c'était le secteur des mines. Et on a eu 40% des entreprises sondées qui déclarent avoir embauché des employés avec des compétences environnementales. Donc la main-d'œuvre verte se déplace de plus en plus de secteur de manière horizontale. Et là, on se retrouve avec un problème supplémentaire, ou un enjeu supplémentaire, c'est la main-d'œuvre verdissante. Donc la main-d'œuvre verdissante, c'est quoi ? Ce sont des emplois traditionnels, je vous dirais, qui se retrouvent avec des compétences environnementales, qui sont elles aussi dues à des réglementations ou à des contraintes réglementaires. Je vais vous en montrer quelques exemples après. Mais voilà un petit peu le paquet de nœuds que ça donne en termes de formation. Donc, si j'ai pris 2-3 exemples d'impact du verdissement, en fait, si on prend l'électrification au niveau des transports, les mécaniciens maintenant mettront peut-être plus la main dans un moteur traditionnel, mais ça sera plus de l'électricité. Donc là, on se retrouve avec une transformation des emplois traditionnels de mécaniciens à électriciens. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Pour ce qui est tout ce qui est issu du protocole de Kyoto, par exemple, donc la quantification des émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'actuellement, celui qui quantifie les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, c'est le comptable. Parce que lui, dans une multinationale, va devoir négocier ces tonnes de CO2 à la bourse, au marché du carbone, qui est lancé depuis le 1er janvier. Donc, le comptable, maintenant, fait plus juste des chiffres en dollars, mais il fait aussi des chiffres en tonnes de CO2. Donc, il se retrouve avec cette compétence verte-là supplémentaire. Il va falloir penser pour nous et pour les autres organisations à soutenir cette main-d'œuvre-là pour justement pouvoir être actif en termes d'économie verte. Et si on prend aussi pour tout ce qui est de la chimie verte, donc que ce soit tous les secteurs de la biométhanisation, la gazification et tout ça, ça va toucher les autres secteurs. Donc comme vous pouvez voir, toutes ces problématiques-là viennent en fait d'une chose, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur c'est quoi un métier vert, c'est quoi un métier verdissant. Le ministère du Développement durable a une définition, le ministère de l'Éducation en a une, et Envirocompétences via l'Emploi Québec en a une autre. Ce qui fait que c'est pas facile pour pouvoir s'entendre et pouvoir avancer dans le même sens. Si on prend ce qui se passe ailleurs, si on prend l'exemple de la France ou des États-Unis, ils ont commencé par quoi ? Définir les métiers verts, définir les métiers verdissants, et à partir de là, on peut savoir c'est quoi les impacts des métiers verts en qualité et en quantité, puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour justement les soutenir. Donc, comme je vous citais tout à l'heure, quelques exemples d'emplois verdissants, le comptable pour la bourse, les avocats aussi, qui sont devenus maintenant des avocats de l'environnement, puis plus il y a de contraintes, plus il y a de lois, plus ils ont de travail, plus ils se verdissent. Les architectes aussi, pour tout ce qui est au niveau du bâtiment, puis d'ailleurs, on en a eu un bon exemple hier ou avant-hier, comme quoi le gouvernement a annoncé une enveloppe budgétaire de 400 millions pour tout ce qui est de l'efficacité énergétique, donc pour rendre les bâtiments plus efficaces énergétiquement. Et dans leurs prévisions, cette enveloppe de 400 millions via 2 programmes devrait créer 11 000 emplois. Donc on a l'exemple concret comme quoi le verdissement de l'économie a des impacts, la réglementation aura des impacts après sur la création d'emplois, puis sur ces nouveaux métiers. Donc globalement, si on revient sur la petite enquête qu'on avait menée l'hiver dernier, plus de la moitié des répondants estiment que les tâches de certains emplois vont changer en raison de nouvelles réglementations. Donc les réglementations environnementales sont vraiment le point central en fait, de la modification des emplois verdissants puis de la création des emplois verts. Les emplois verts et les emplois verdissants, tout ça mélangé, donne un beau problème en fait au niveau du nombre d'emplois ici au Québec. Il faut savoir que le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui est en forte croissance, donc il y a eu un taux de croissance d'à peu près pas loin de 30% en 4 ans du nombre d'emplois en environnement au Québec. On se retrouve avec aussi des départs en retraite massifs et les nouveaux secteurs qui apparaissent. Donc la biométhanisation, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique par exemple, font que tout ça, on se retrouve avec beaucoup d'emplois et pas beaucoup de monde pour y travailler.
le secteur de l'environnement au Québec est en pénurie de main-d'œuvre. Ça peut aussi être préjudiciable pour justement permettre son développement à l'avenir. Pour ce qui est des emplois verdissants, donc de plus en plus d'emplois seront affectés aussi par les compétences environnementales supplémentaires. Donc il va falloir penser à les encadrer. Est-ce qu'en termes de santé et sécurité, c'est pas vraiment mon secteur, mais je présume que ça va avoir des impacts sur justement les emplois verts et les emplois verdissants. Donc, pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, l'important pour pouvoir avancer tous dans le même sens, ça serait déjà de s'entendre sur une définition commune des emplois verts et des emplois verdissants. Les nouvelles technologies auront des impacts sur la santé au travail de la main-d'œuvre verte, mais aussi sur la santé au travail certainement de la main-d'œuvre verdissante. Mais tout ça, ça va être à déterminer une fois qu'on saura quels sont tous ces métiers verts et ces métiers verdissants. Voilà.